Il avait déjà 81 ans et aspirait encore à un cinquième mandat, s'il vous plaît. C'est bien de Abdelaziz Bouteflika qu'il est question. Oui, il a fallu la forte pression de la rue en Algérie et au-delà des frontières algériennes, bien évidemment, pour l'amener à revoir sa décision, à renoncer simplement à cette volonté de briguer un nouveau mandat à la tête de cet État qu'est l'Algérie. Eh bien, au cœur de ce débat à décryptage, on va parler justement des raisons qui ont conduit Abdelaziz Bouteflika à renoncer à ce cinquième mandat, justement avec vous, Morgane Metonji, à Sogba. Bonjour. Bonjour. Et ce ne sera pas le seul sujet. On va s'intéresser aussi je dirais, à l'ennui de Theresa May, oui, qui traverse de difficiles moments, qui peine à faire adopter, à faire admettre, à faire accepter, je dirais, cet accord aux élus britanniques. Deuxième échec. Et elle tente encore un troisième coup. Peut-être que ce troisième coup sera le meilleur, qui sait. Mais en attendant, on va lire dans les lignes justement de l'actualité politique britannique. Mais démarrons d'abord par le continent, l'Algérie. Morgane Metonji à Sogba. Oui, vous l'avez suivi, l'actualité. Quelles sont selon vous les vraies raisons qui ont conduit Abdelaziz Bouteflika à renoncer à ce cinquième mandat? Est-ce la seule pression de la rue ou il y a d'autres raisons diplomatiques et autres? Oui, les vraies raisons, je pense que la seule personne capable de nous les donner, c'est d'abord lui-même. Mais on peut quand même jeter un coup d'œil intéressant sur quelles seraient les raisons qui l'aient amené à renoncer à ce mandat. Disons que déjà d'entrée de jeu, il y a les pressions qui sont très physiques et visibles pour tout le monde. On a vu les pressions dans la rue, ça c'est la pression qui est visible pour tout le monde, mais il faut dire qu'il y a aussi les pressions diplomatiques. Parce que c'est certes, il doit y avoir certains leaders qui ont des intérêts à voir le système Bouteflika en place, mais pas forcément la personne du président Bouteflika, parce que qu'on le veuille ou non, on a bien entendu qu'il allait être mis sous curatelle, ce qui justifie du moins appuie que l'état de santé, l'état physique de la personne ne lui permet plus quand même de jouir de toutes ses facultés pour pouvoir tenir un pays, diriger un pays. Donc, comme autre raison, on peut parler déjà de la santé, on peut parler des pressions, aussi bien dans la rue que diplomatiques. Et aussi, on peut quand même faire ressortir cette jeunesse-là. Pas seulement les pressions dans la rue, mais il faut aussi faire ressortir le caractère jeune de la population africaine qui est grandissante, et surtout que cette jeunesse veut rompre avec tout ce qui s'est passé dans les 50 dernières années. Donc il y a ces trois différents facteurs qui, d'une certaine façon, ont amené le président Bouteflika à revoir sa copie en matière de briguer un nouveau mandat. Et peut-être comment on va l'appeler, ce renvoi, ce report des élections pourrait bien cacher d'autres choses. Voilà. On poursuit toujours dans ce même chapitre de la politique algérienne. Quels sont selon vous les impacts, les implications de cet acte, de ce renoncement, de ce retrait de Abdelaziz Bouteflika de la scène politique algérienne? Alors, les implications sont, disons, pragmatiques. Enfin, en Algérie, sur le continent et au-delà. Exactement. Les implications sont pragmatiques. Déjà sur le terrain en Algérie, ça nous a amené à un semblant d'apaisement. Mais le fait de prolonger, de reporter, sine die les élections, à maintenir du moins cette suspicion de la jeunesse et de la population. Donc, il y a l'apaisement, mais quand même, le report ne vient pas amener cet apaisement à fond. À part l'apaisement, vous avez l'implication directe avec les grands partenaires, disons, les partenaires de longue date de l'Algérie, notamment la France,
L'implication, c'est que la France, naturellement, comme bien d'autres partenaires de l'Algérie, vont commencer à remettre en cause, à revoir leur stratégie. Parce qu'il faut commencer à préparer l'après-Bouteflika. C'est très clair que le président ne sera pas là. Et c'est autant clair que le système mis en place par le président Bouteflika, au fil des années, ne pourra pas forcément tenir, vu la pression dans laquelle s'installe, du moins évolue, la jeunesse algérienne et tous les autres acteurs, parce qu'on a vu les anciens combattants, les anciens militaires, les vétérans se mettre aussi dans le jeu. Il y a cette implication-là au niveau des partenaires. Et ensuite, sur la scène internationale, il faut dire que l'implication n'est pas aussi, du moins, alarmante. Quand bien même, si la crise actuelle en Algérie n'était pas bien gérée, on a cette tendance, déjà on a une crise par rapport aux migrants qui a existé, qui a fait l'actualité pendant les dernières années. On a cette tendance à voir encore des migrations assez poussées, des gens qui vont fuir l'Algérie. Et quand on regarde la position stratégique qu'a l'Algérie, les pays limitrophes, on a déjà la Libye, on a la Tunisie, on a l'Égypte, on voit déjà que cela constitue un souci pour la communauté internationale qui n'est pas prête à faire face à une nouvelle crise de migration. De l'autre côté, il faut parler aussi de ce caractère, disons, qu'on a eu à observer lorsqu'on a connu le printemps arabe. Vous savez, le printemps arabe est parti d'une crise isolée, mais qui s'est étendue sur toute la région, mais a, entre griffes, épargné l'Algérie. Aujourd'hui, qui est en train on a vu le président égyptien mettre en garde. De vivre peut-être son printemps. Son printemps. Le président égyptien mettre en garde la jeunesse, dit, ben écoutez, faut pas que ce qui se passe en Algérie soit une inspiration pour vous, parce que on a besoin de notre stabilité pour évoluer. Donc, il y a tout cela qui sont des implications qu'on peut mettre en exergue lorsqu'il s'agit de ce qui se passe actuellement en Algérie. Alors, et au-delà, y aura-t-il des implications pour les puissances internationales? Effectivement. La première implication, c'est déjà, vous savez, les États entre eux ont des accords de partenariat, ont des deals. Il faut dire que, comme je l'ai souligné un peu plus haut, la plupart des acteurs stratégiques, des partenaires stratégiques de l'Algérie vont commencer à remettre en cause leur stratégie. Parce que le système Bouteflika, à part la personne du président Bouteflika, risque de ne pas survivre à ce qui est en train de se passer actuellement. Il y a une remise en cause totale du système, pas seulement de la personne du président. Et c'est ce qui pourrait expliquer l'initiative de la conférence que le président est en train de suggérer. Il y aura une conférence nationale et donc ces partenaires stratégiques vont remettre en cause leur politique et on aura aussi une tendance à vouloir faire en sorte qu'on ne connaisse pas une autre crise de migration, parce que la migration a constitué les dernières années une situation alarmante pour la communauté internationale et je pense qu'elle est prête à mettre tout en œuvre pour ne pas voir une situation sociale qui entraînerait encore des migrations élevées. Alors, y a-t-il une leçon pour la jeunesse algérienne, pour la classe politique algérienne, selon vous? Les leçons sont multiples. Les leçons sont multiples et on va juste s'appesantir sur deux. La première, c'est quoi? C'est que la jeunesse est plus audacieuse et a compris où se situe son intérêt. Donc, il ne s'agit plus d'une population qui est prête à subir, quelles que soient les stratégies que mettront en place peut-être les leaders qui semblent être plus âgés. La jeunesse a besoin de s'identifier aujourd'hui à son leader.
Et je suis certain que cette jeunesse aimerait avoir des leaders jeunes. Mo Ibrahima l'a dit dans l'une de ses vidéos avec le président Obasanjo. Ce n'est qu'en Afrique, d'après lui, qu'on trouve des personnes qui, sur des chaises roulantes, veulent encore être candidats à leur propre succession. Et c'est vraiment l'illustration que nous offre le président Bouteflika, parce qu'effectivement... C'est l'Afrique des records. Il est sur une chaise roulante. Et il est candidat, et on voit des gens qui semblent soutenir cela. La deuxième leçon, c'est d'abord que aujourd'hui, la classe dirigeante doit prêter beaucoup plus attention aux facteurs sociaux, c'est-à-dire les signes. Si vous regardez l'évolution de cette crise, il y a eu des signaux bien avant que le président ne dise « bon, je suis candidat ». Ces signaux ont commencé lorsque déjà il remettait en cause la Constitution dans ce sens. Parce que, a priori, il ne devrait pas briguer le 4e qu'il a brigué. Et les signaux étaient déjà partis. Donc, si les leaders avaient fait attention à ces signaux, ils ne seraient pas arrivés. Leçon, pragmatiquement, la jeunesse est beaucoup plus mature et consciente. Et la deuxième, c'est qu'il faut prêter attention aux signaux, aux faits sociaux lorsqu'on est en leadership. Oui, il y a encore quelques années par le passé, cette jeunesse n'aurait pas eu le courage de gagner la rue telle qu'elle a eu à le faire ces derniers jours. Mais quels ont été les éléments motivateurs de cette jeunesse? Est-ce parce que le système a autant vieilli que Bouteflika? Et je pense que c'est déjà un aspect que vous avez évoqué. Le système a vieilli et ceux qui font le système sont plus jeunes. Il y a une sorte de déphasage entre... il n'y a pas d'identité. C'est-à-dire, pour avoir des leaders, on dit souvent un peuple a le leader qu'il mérite. C'est une sorte de symbiose entre ceux qui sont gouvernés et ceux qui gouvernent. Aujourd'hui, on a une sorte de déphasage total. Ça, c'est un. Deux, effectivement, le caractère vieux du système, c'est comme une routine. Et ce qui a donné peut-être la sagesse au président et à son équipe de parler d'une certaine conférence nationale. Et parlant de cette conférence, il s'agit d'une conférence qui sera dirigée par Lagda Brahimi. Et elle va s'occuper de 3 points. Supervision de la transition, qui pourrait, comme certains l'ont souligné, être passer d'un CDD à un CDI, parce que on s'inspire de ce qui s'est passé avec le Kabila en RDC. On dit, mais une transition, quand est-ce que ça va finir? C'est quoi cette politique de transition? Ensuite, rédiger une nouvelle constitution. Parce qu'ils estiment que la constitution, dans l'état actuel, est caduque. Elle n'est pas adaptée à la situation, aux défis de développement dans lesquels se retrouve l'Algérie aujourd'hui. Et le 3e point, fixer la date des élections. Alors, qui sont ceux qui sont invités à cette conférence nationale? En majorité, ce sont ces jeunesses. Les jeunes responsables des manifestations qu'on a observées. Auront-ils vraiment voix au chapitre? Au fait, ils ont compris que sans eux, ce ne sera pas possible. Parce que si ces jeunes, effectivement, n'ont pas droit au chapitre, les manifestations vont continuer. Et vous avez constaté avec moi que ces manifestations se sont amplifiées au fur et à mesure. A priori, on dirait qu'après le renoncement, tout va se calmer. Mais non, les jeunes continuent de dire, mais on va continuer à manifester jusqu'à ce que le système, parce que ce n'est plus la personne, mais c'est le système... Parce qu'il y a un autre risque. Il y a le risque d'une transition illimitée. Effectivement, le CDI. Et voilà. C'est ça le grand souci aujourd'hui. Le risque d'une transition illimitée. Ce pourquoi ce serait vraiment... du moins, ce serait un grand génie de faire aboutir cette conférence nationale le plus tôt possible pour qu'il y ait clarification sur la démarche à adopter, déjà sur la durée de cette transition, que ce soit spécifié, et ensuite sur la nouvelle constitution, les textes qui vont désormais faire fonctionner le pays, et probablement fixer une nouvelle date pour les élections. Encore que ces manifestants disent qu'ils ne veulent pas de nouvelle date, qu'ils souhaiteraient que les élections se déroulent
à la date qui a été prévue, ce qui, dans le cas pratique, risque d'être vraiment difficile. Mais cette jeunesse algérienne, est-elle préparée pour la relève? C'est la grosse question. Et c'est la difficulté, il y a une difficulté d'analyse, parce que lorsqu'on regarde, on regarde en Afrique, des cas où on a eu une jeunesse qui s'est levée, ou la population qui s'est levée, qui a renvoyé le leader parce qu'elle en avait assez. La suite n'a pas toujours été forcément à la hauteur de l'acte qui a été posé. Je vais simplement prendre un dernier exemple que nous avons observé, celui du Burkina Faso, où le peuple a dit, on ne veut pas, Blaise, il faut partir. Mais après Blaise, on se rend compte qu'il y a beaucoup de difficultés encore qui existent, et beaucoup Oui, parce que personne ne présageait aussi vite un après Blaise. Exactement. Parce que tout est arrivé de façon sensationnelle, précipitée. La question de la préparation est une question d'organisation. Et c'est un mal dont souffrent la plupart de nos pays africains, notre jeunesse. Vous savez, la jeunesse... la rupture, mais la transition n'est pas préparée. La relève non plus. Même le mécanisme vers la rupture n'est pas préparé. Parce que ces manifestations semble être spontané. Il n'y aurait pas eu de manifestation si Bouteflika n'avait pas dit, écoutez, je vais pour un 5e mandat. Si Bouteflika, peut-être, le président Bouteflika, autant pour moi, si le président Bouteflika avait décidé, écoutez, pour faire pérenniser le système, j'envoie l'un de mes ministre ou comme candidat, et je me retire et je gère les choses de mon coin, on n'aurait pas pu forcément avoir ces manifestations. Mais c'est parce qu'il a voulu dire, comme vous êtes tous silencieux et que j'ai fait le 4e, pourquoi ne pas aller au 5e? C'est ce qui a apporté cette situation. Et là, il essaye de se rattraper. Lorsqu'il dit, je renonce, je ne serai pas candidat, je veux faire une transition, blablabla, il essaye de se rattraper. Mais réfléchit-il vraiment de la manière dont vous l'étayez jusque-là, où c'est plutôt l'influence de son entourage, de ses collaborateurs proches ou lointains? Parce que vous l'avez dit, le système profite à plus d'un. Forcément. Et beaucoup gagneraient forcément à y maintenir un Bouteflika. Un Bouteflika, oui. Le truc, c'est que après 80 ans, on a vu le président zimbabwéen qui, dans la même tranche d'âge, on a l'impression qu'après 80 ans, le système n'est pas forcément l'organisme. Non, mais c'est normal. Voilà. C'est normal. Donc, ce serait très avancé pour moi de dire qu'il réfléchit. Ce serait aussi pas correct. Tout le système est frappé de sénilité. Exactement. Ce serait aussi pas correct pour moi de dire d'emblée que c'est son entourage. Parce qu'il y a des gens qui sont tenaces. Vous savez, on a vu ce que le président zimbabwéen a fait lorsqu'il ne voulait pas partir, mais il a été forcé aussi à partir. Parce qu'il voulait rester. Il a commencé par nommer. Il a même nommé sa femme. Et vous voyez, donc, ça n'agissait plus forcément en matière de leadership. Donc, c'est compréhensible de dire que c'est son entourage peut-être qui le maintient, mais j'ai des doutes. J'ai des doutes dans le sens où l'entourage aurait forcément suggéré qu'il mette quelqu'un d'autre. Parce que l'entourage est conscient. Et lorsqu'on regarde même ceux qui sont en train de rallier les manifestants, on se rend compte que même l'armée, les généraux, les anciens combattants sont en train de rejoindre les manifestants. L'armée est aussi en train de rejoindre cette attitude de ne pas vouloir le laisser aller à un autre mandat. Donc j'estime que ce n'est pas forcément que c'est son entourage qui agit, mais que aussi bien une partie de son entourage que des puissances extérieures. Parce que vous savez, Bouteflika, c'est beaucoup d'années et c'est beaucoup de négociations et c'est tout un système qui profite à beaucoup de puissance entre griffes extérieures. Un système séculaire. Exactement. Donc voilà un peu la situation. C'est possible que ce soit d'autres personnes, son entourage, et comme ce soit aussi des forces extérieures qui sont en train de le maintenir. Oui, pour fermer maintenant le chapitre Algérie, Morgane Mettondji, les perspectives pour une Algérie, pour une nouvelle Algérie par exemple. Je pense que les perspectives sont en ébauche. Première ébauche, c'est que cette conférence nationale puisse aboutir.
dans toute sa forme, qu'on puisse avoir effectivement une jeunesse qui se rencontre et qui va superviser la transition, qu'on ait des leaders dans la transition qui ne sont pas forcément des leaders du parti du camp Bouteflika, qu'on ait une participation de ces jeunes qui sont en train de manifester. Ensuite, qu'il y ait effectivement une nouvelle constitution, qui prenne en compte le nouveau contexte et les nouveaux défis de développement, et que la date des prochaines élections soit effectivement fixée. L'autre perspective, c'est qu'on assiste peut-être à une remise en cause, du moins, de tout ce qui sera fait pendant cette conférence. Et dans un cas pareil, ça va tourner un peu plus profondément qu'on a actuellement. Voilà un peu de façon spécifique et brève les différentes perspectives qui s'offrent. Soit la conférence aboutit et on s'en sort, bravo, on félicite le peuple algérien, ou la conférence n'aboutit pas. Et c'est toujours le peuple qui prendra la décision finale, comme elle est en train de faire, sans état d'âme. Et là, le camp Bouteflika aura perdu beaucoup, et les partenaires aussi auront perdu beaucoup. Et cela aura créé forcément, cela risque de créer une situation difficile et délicate dans la sous-région. Parce qu'on a toujours la Libye qui est à côté. Comparable à celle libyenne? Pas comparable à celle libyenne, parce que cette fois-ci, on sent que c'est le peuple même qui est en train de se lever et qui tient quand même à être organisé. Parce que lorsque vous regardez la méthodologie de ces manifestations, ce ne sont pas des manifestations simplement éparses. Vous sentez qu'il y a une coordination, il y a une organisation dans la stratégie de manifestation. Ce qui nous empêche d'assister à des violences d'une extrême gravité. Donc, ce ne sera pas forcément comme en Libye, mais quelque chose qui va Espérons quand même que cette conférence aboutisse. Ouais, franchement, pour que sinon on pourra assister aussi, je ne dirais pas exactement au cas libyen, parce qu'il y a trois grands groupes. Il y a le peuple, la rue, il y a l'armée, et il y a le camp Bouteflika, qui n'a pas encore complètement abdiqué. On passe au-delà des frontières du continent africain, Morgane Metondi à Sogba, pour nous intéresser maintenant à la Grande-Bretagne et au cas Brexit. Theresa May qui passe de difficiles moments, qui a essuyé encore un échec, je dirais, cinglant ou cuisant, mais qui n'abdique pas. Oui. Elle insiste pour introduire encore le document une troisième fois. C'est tout à fait compréhensible. Que cette fois-ci, ça va passer. Peut-être. Quel état des lieux? L'état des lieux, déjà, peut-être que ça va passer. Ça dépend de ce qui va passer. Parce qu'à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui passe. Oui. Donc, l'état des lieux, c'est déjà ce que vous avez fait ressortir. 2 échecs dans la proposition de l'accord qui va mener à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Premier échec, c'est à 391 voix contre 432 voix contre 202 voix. Ça, c'était le 15 janvier. Deuxième échec, c'est récemment, le mardi 12, où on a 391 voix contre 242 voix. Mais on se demande alors pourquoi est-ce qu'on a eu un premier échec et un second échec. Theresa May est en train de passer non seulement un sale quart d'heure forcément avec son peuple, le peuple britannique, mais surtout avec l'Union européenne. Parce que au premier rejet, le peuple a clairement fait comprendre à Theresa May, écoute, ce plan de sortie que tu proposes, il y a un problème par rapport au filet de sécurité. Et pour comprendre la question du filet de sécurité, cela remonte au niveau de l'Irlande, vous savez. Au sein du Royaume-Uni, on a une partie de l'Irlande qui est l'Irlande du Nord.
qui est différent de l'Irlande du Sud qu'on connaît Justement. comme l'Irlande. Alors, c'est quoi la situation? Entre 1921 et 1922, il y a une frontière qui a permis à l'Irlande du Nord de décider de rester avec le Royaume-Uni et à créer une sorte de frontière. Mais cette frontière a été maintenue jusqu'à ce qu'on assiste, de façon physique, jusqu'à ce qu'on assiste à l'Union européenne. L'Union européenne, dans sa grandeur, a voulu mettre, du moins faire disparaître les frontières physiques, permettant à qui que ce soit qui entre dans l'espace Schengen de circuler librement sans contrôle majeur dans toute l'Europe, tous les pays qui font partie de l'Union européenne. La sortie de l'Union européenne implique l'existence à nouveau de frontières physiques entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Alors que l'Irlande s'est habituée à ce semblant d'union aujourd'hui avec l'Irlande du Nord. Et cette fluctuation a permis à l'Irlande de rentabiliser le processus, que ce soit économique, politique, avec l'Irlande. Le filet de sécurité qui est proposé par Theresa May est un filet qui, d'une certaine façon, évite la frontière physique, mais ne donne pas la liberté au Royaume-Uni, si effectivement ce filet de sécurité est mis en place, ne donne pas la liberté au Royaume-Uni de quitter unilatéralement, de sortir unilatéralement de cet espace, parce que l'Irlande du Nord sera maintenue dans l'union douanière et dans le marché unique que constitue l'Union européenne. Alors que le Royaume-Uni ne veut plus et ne sera pas maintenu, a priori, dans cette union douanière et ce marché unique. Donc, le peuple dit, nous, on ne veut plus du tout de cette affaire. On veut sortir. Mais l'Irlande du Nord va réinstaller ses frontières physiques si on sort sans accord. Justement. Ce qui va compliquer. Et l'Union européenne dit, ben non, c'est le seul plan qu'on peut vous offrir. Alors, le peuple a peur d'une chose. C'est qu'il n'y ait pas possibilité, une fois que cet accord, ce plan est adopté, qu'il n'y ait pas possibilité pour l'Union, le Royaume-Uni, de sortir. Elle va rester indéfiniment dans l'union douanière, alors qu'elle a voté pour se retirer de l'Union européenne. Les objectifs de l'Union européenne se résument de façon globale à deux choses, l'union douanière et le marché unique. Alors si on sort, on décide de sortir et on vote pour ce plan, c'est comme ne pas sortir et dire qu'on est sorti. Justement. C'est ça le gros nœud qui fait qu'on a eu jusque-là deux échecs. Cette question nous permet de regarder aussi, d'analyser les propos de Geoffrey Cox, qui est le procureur général de la Grande-Bretagne. Il dit ceci: les éléments nouveaux réduisent le risque que le Royaume-Uni soit maintenu indéfiniment et involontairement dans le filet de sécurité. C'est-à-dire le nouveau plan qu'elle a négocié. Voilà. Le régime juridique demeure inchangé. Le Royaume-Uni n'aurait pas les moyens juridiques internationaux de sortie du protocole d'arrangement. Et c'est ce qui fait le bloc. Et on a vu, on a compris que l'Union européenne ne veut pas discuter cet aspect parce qu'elle tient à maintenir les choses dans leur état. C'est ce qui explique, c'est l'état des lieux, c'est ce qui explique la situation difficile que traverse Theresa May actuellement. Mais, quels sont les arguments dont Theresa May peut se doter à nouveau pour la troisième introduction du document, pour faire passer peut-être son no deal? Au fait, là, elle est à court d'arguments. Elle insiste, elle tient. Elle y tient dans la mesure où il y a pratiquement deux alternatives qui s'offrent à elle. La première serait de reporter la sortie qui est prévue pour le 29 mars. La sortie de l'Union européenne qui est prévue pour le 29 mars. Et là, c'est les députés qui devront voter. Maintenant, l'Union européenne dit,
Si éventuellement elle devait soumettre un report de la date, il faudrait que ce soit correctement justifié. Alors, pas correctement justifié, on entend simplement, il ne faut pas revenir pour les mêmes questions. On ne peut pas reporter pour les mêmes questions dont on a déjà débattu et on a déjà fait comprendre notre position. On a pu vous expliquer que c'était une position non négociable. Donc, elle n'a pas d'argument. L'autre option, c'est quoi? C'est le non-deal. Le no deal. Sortie sans accord. Qui sera effective s'il n'y a pas d'introduction. Ce que ne digèrent pas les élus. Oui. Pas seulement les élus, mais la conséquence d'une sortie sans deal accord, oui, est catastrophique pour le Royaume-Uni d'abord, sérieusement catastrophique, mais d'une façon aussi va affecter l'Union européenne. Parce que qu'on le veuille ou non, le Royaume-Uni reste quand même un État considérable dans l'Union européenne, du moins en Europe. Maintenant, si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, tout de suite, les effets seront catastrophiques pour les Royaumes-Unis. Mais quelques années après, c'est sûr qu'il y aura des stratégies qui seront mises en place pour redorer le blason, pour s'adapter, parce qu'elle va s'adapter. Et vous voyez, c'est ce qui cause aussi le problème de l'euro actuellement. Quand vous regardez les conséquences qui sont mises en exergue par les différents analystes, vous vous rendez compte que le Royaume-Uni, une fois que vous intégrez une union, totalement et entièrement, la livre va disparaître. Vous devenez dépendant. C'est un peu ça. Effectivement. Vous devenez dépendant. Dépendant à un point où, je vais juste vous donner quelques petits chiffres de dépendance possible du Royaume-Uni. Vous voyez, on a déjà environ 70% de l'alimentation, des importations viennent de l'Union européenne au Royaume-Uni. D'accord. Vous avez 73% des médicaments consommés au Royaume-Uni viennent de l'Union européenne. Vous avez 80% des pièces utilisées dans l'industrie de l'automobile qui viennent de l'Union européenne. Vous avez environ... Mais là, il y a une réelle UE-dépendance. Le truc, c'est que la dépendance est créée à cause de l'invisible frontière qui existe. Ça fait qu'il y a beaucoup de coûts qui sont rabattus. Ok. Qu'une pièce quitte l'Allemagne pour se retrouver au Royaume-Uni, on n'a plus besoin de payer des taxes. Une véritable exonération. Exactement, à chaque frontière. Donc ça fait que dès que ça va se couper, déjà il y a beaucoup d'industries qui ont décidé de délocaliser, qui ont commencé par délocaliser, qui se préparent à un éventuel no deal. Parce que lorsque vous regardez tout ce qui se passe jusqu'à présent, on est dans un contexte où on risque d'assister à une sortie dans un no deal. Plus qui est brutal. Brutal, effectivement. Mais la seule chose qui pourrait apaiser la position de l'Union européenne, parce que là, il s'agit de la position de l'Union européenne, tout va dépendre beaucoup plus de l'Union européenne que du Royaume-Uni. Si on devrait sortir si on devrait assister à une sortie sans accord. La seule chose qui pourrait apaiser, c'est qu'on assistera dans environ 3 mois aux élections européennes. Il y aura un renouvellement de l'Union, du Parlement de l'Union européenne. Donc peut-être Theresa May pourrait jouer sur cette tendance-là. Pour gagner la confiance de quelques élus, quelques nouveaux élus. Mais les chances sont vraiment, vraiment minimes. Oui, les chances sont vraiment minimes pour ce qui concerne le Brexit, mais aussi pour ce qui concerne la chaise qu'occupe Theresa May. On pourrait même assister à une démission. Parce que la culture de la démission est quelque chose qui existe ailleurs. Voilà, de ce côté-là du monde. Deux fois, un échec cuisant, deux fois, montrant que le peuple, du moins la Chambre qui représente le peuple, est contre. Si elle va à un référendum, si elle décide, parce qu'il y a l'article 50 qui permet d'aller à un référendum, si elle insiste sur le référendum, ce qui pourrait arriver, et elle se rend compte que le référendum confirme la position du peuple, on pourrait facilement assister à une démission. Mais est-ce un échec
Je ne pense pas. Je ne pense pas dans la mesure où Theresa May est en train de jouer un rôle qui est difficile. Et jusque-là, elle a toujours joué son rôle et elle reste dans son rôle. Vous avez votre peuple qui veut sortir de l'organisation régionale. Et vous avez l'organisation régionale qui a des conditions strictes pour cette sortie. Alors, vous faites votre travail. Votre travail, c'est d'essayer de concilier les intérêts du Royaume-Uni, ce qu'elle essaye de bien faire, parce que une sortie brusque, nous venons de l'analyser, vu la dépendance, elle va coûter très cher. Oui, mais il faudra aussi concilier les intérêts de la Grande-Bretagne. Voilà. Mais c'est là où réside... Est-ce qu'on va dire qu'elle n'arrive pas? Je ne pense pas. Je pense que le plan d'action que Theresa May offre, mis à part la situation de l'Irlande, parce que c'est ça le problème. La situation de l'Irlande est un plan d'action de sortie compréhensible. Mais vu qu'on a déjà ce problème, c'est ce problème au niveau de l'Irlande du Nord, et que ça va réintégrer les frontières physiques, c'est ce qui fait la grosse difficulté, et c'est la position de l'Union européenne, qui se rend compte aussi d'une certaine façon qu'elle a beaucoup à perdre, qui d'une certaine façon ne veut pas, on pourrait dire, que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne, parce que le Royaume-Uni sorti de l'Union européenne, c'est un échec pour l'Union européenne. Alors, vous pensez que Theresa May ou la Grande-Bretagne pourra renoncer au Brexit? Non. Est-ce possible? À ce niveau, c'est pas possible. À ce niveau, je suis certain que le Royaume-Uni ira jusqu'au bout. Mais dans quelles conditions? Est-ce qu'elle est prête à faire face aux conséquences de cette décision? C'est la grosse question qu'on va se poser. Mais quel que soit Alpha, je ne vois pas le Royaume-Uni revenir sur sa décision, parce que cette décision a fait l'objet d'un référendum. Et le référendum qui a eu lieu, a été majoritairement validé par le peuple. Voilà. Alors, Morgan, mettons Dia Sogba, pour conclure, quelle issue et perspective pour le Brexit et pour l'avenir politique de Theresa May? Alors, l'issue, c'est déjà que nous sommes en train d'assister à une crise profonde au sein de l'Union européenne. La crise n'est pas que le Brexit. Le Brexit est un pan de cette crise. Et on peut observer l'échec, la difficulté économique des pays européens qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Et maintenant, on est en train d'assister à une sorte de désolidarisation de certains pays, même au sein de l'Union européenne, qui sont beaucoup plus dans une perspective nationaliste, qui se rendent compte, parce que tous se rendront compte de cette grosse dépendance qu'ils ont vis-à-vis de l'Union européenne. Lorsqu'on analyse, on regarde les statistiques du Royaume-Uni. Et cette crise doit être résolue par tous ceux qui font partie de cette union. Donc, la perspective, c'est que les leaders de l'Europe doivent repenser à cette approche qu'ils sont en train de mettre en place. Parce que lorsque vous prenez des États qui n'ont pas les mêmes réalités économiques, politiques, les réalités même de leur société, de leur peuple, et vous décidez de les mettre ensemble, d'adopter une monnaie commune et de libérer le marché, tous les États qui ne sont pas effectivement préparés vont subir. Et c'est cette situation aujourd'hui qui pose le grand problème. Donc les pays de l'Union européenne devaient revoir leur politique d'intégration, même si elle semble être avancée. Et nous, les pays africains, qui sommes en train de suivre le modèle, devions faire attention pour ne pas en arriver là. Parce qu'on a connu entre-temps le Maroc, qui avait quitté l'ECOWAS, la CEDEAO, mais à un moment donné, qui a voulu revenir. Donc, il faut qu'on repense notre modèle d'intégration régionale.
Morgane Metondié Assogba, l'autre petite question, à la limite insolite que je me dois de vous poser, c'est par rapport aux monnaies, de la livre sterling à l'euro. Oui. Qu'est-ce qui changerait? Il y aura une chute catastrophique de la valeur du livre. Et on parle d'environ 6,5% de dépression du livre. Alors, et cela va affecter beaucoup le marché. Ça va affecter le marché, ça va affecter l'économie, ça va augmenter, ça va entraîner le chômage parce qu'on aura des entreprises qui vont partir. Donc, le livre sterling, la livre sterling va chuter comparé à l'euro, son arrimage à l'euro. Mais le truc, c'est que c'est justement pourquoi est-ce ça revient aux réalités économiques. Parce que dès que le Royaume-Uni va quitter l'Union européenne, les réalités économiques et politiques vont changer, ce qui va forcément frapper la monnaie. Merci Morgane Metondié Assogba pour ce tour d'horizon du continent africain à celui européen. Merci de nous avoir permis de mieux comprendre un pan de l'actualité politique en Algérie et justement ce qui convient d'appeler peut-être calvaire de Theresa May par ces temps. Justement, merci à vous et bonne journée. Je vous en prie. Bon retour. C'était le décryptage. Nous étions à l'international ce jour. Nous revenons demain dans le décryptage au pays encore pour poursuivre à notre bonne habitude.